Habille-toi, on va tuer ce négro. Ça, ce sont les propos de Capricorn Clark, l'ancienne assistante de Diddy, et c'est ce qu'elle a rapporté lorsqu'elle est montée à la barre lors du procès de son ancien boss. Alors ce seraient ses propos à l'encontre de Kid Cudi. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur absolument tous les propos les plus pertinents de Capricorn Clark. Et ce qu'on va faire aussi ici, c'est que je vais traiter un petit peu différemment ce procès. Alors je m'explique. Ici, en général, dans mes vidéos, c'est très scénarisé. Je prends le temps vraiment de tout écrire, de vraiment revenir sur absolument tous les détails de ce procès, histoire que vous ayez un maximum d'éléments. Étant donné que j'ai encore pas mal de témoins et de victimes à traiter dans ce procès et que je tiens absolument à tous les faire, on va faciliter la chose. Je me suis fait plein de notes et je vais tout énoncer, moins scénariser la chose, mais par contre, je vais revenir sur tous les points et ça va me laisser aussi de l'espace d'analyser, un petit peu dans le style de ma vidéo sur Kanye West. Donc, n'oublie pas de liker. Merci d'ailleurs beaucoup pour ça. Vous avez été nombreux à avoir réagi à ce que j'ai dit. Vous avez liké un maximum la dernière vidéo. Donc, merci à vous. Vraiment, c'est super important. Commentez aussi. Merci pour tous ceux qui commentent, ceux qui mettent ref, ceux qui donnent leur avis. Bref, vous tous, merci à vous. Et partagez un maximum cette vidéo pour les gens qui sont intéressés par ce procès. Sans plus attendre, on y va. Alors, Capricorn Clark est monté à la barre le 27 mai dernier, lors de la 3e semaine du procès de Diddy. Alors, avant de commencer, qui est exactement Capricorn Clark? Alors, Capricorn Clark se présente comme étant une directrice créative et consultante en marketing spécialisée dans le branding. Ça, c'est récemment. Mais à l'époque, lorsqu'elle a commencé à vraiment faire son trou dans le milieu, elle était l'assistante de Diddy, d'accord? Et ensuite, elle a fait pas mal de choses. Elle est devenue ensuite directrice du marketing de chez Sean John. Elle a fait pas mal de choses. Et d'ailleurs, à la fin des années 2010, elle a travaillé avec OG. Donc, elle a fait pas mal de choses avec eux. Donc, elle est très connectée dans le monde de la mode. C'est vraiment une pro du branding. Et vraiment, elle a fait ses armes depuis extrêmement longtemps. Et avant ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé chez Jive Records, qui est aujourd'hui RCA. Elle a travaillé ensuite dans la publicité. Bref, c'est le profil classique de working girl qui s'est faite dans les années 90 et les années 2000. D'accord? Et en fait, ce qu'elle raconte, lorsque tu t'intéresses un petit peu à son parcours, c'est qu'elle a fait la rencontre de Diddy avant de travailler avec lui. Elle était un petit peu dans les soirées, elle fréquentait un petit peu les gens, et Diddy faisait partie des personnes qu'elle connaissait. Et ensuite, elle s'est faite chasser par un chasseur de tête qui l'a trouvé et qui a proposé son profil à Diddy. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'elle a su que son profil allait être proposé au boss de Bad Boy, elle l'a contacté lui-même à l'époque en lui disant « Hey, tu devineras jamais, il y a un tel qui t'a proposé mon profil, blablabla. » Et ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ils se sont mis à travailler ensemble. Alors, elle a commencé à travailler pour lui en 2002, et elle était donc, comme je le disais plus tôt, son assistante personnelle. Comme elle l'indique d'ailleurs lors de son passage à la barre, leur relation était platonique. Et ce qu'elle expliquait notamment, c'est que travailler pour Diddy était hyper intense. Elle travaillait de 9h du matin, parfois jusqu'à 4h du matin. Et ça, justement, je tenais absolument à y revenir, c'est que ça, c'est quelque chose que Diddy vendait énormément au début des années 2000. Travailler pour lui, c'est ultra fatigant, c'est hyper intense. Ça va t'absorber, d'accord? D'ailleurs, il en avait fait une télé-réalité à l'époque, dans laquelle elle participait. Je crois même qu'elle était l'une des juges. Le titre de la télé-réalité, c'était « Je veux travailler pour Diddy », d'accord? Donc, elle était dans cette télé-réalité. Donc, c'était quelque chose qui, à l'époque, était praise, comme on dit. Donc, c'est pas quelque chose qui, en réalité, va choquer les gens qui connaissent l'époque. Mais quand tu regardes avec le recul, c'était hyper toxique. Et ce qu'elle explique d'ailleurs, c'est que très souvent, elle dormait entre 2h et 4h, ce qui est extrêmement peu. Et c'était tellement intense qu'elle expliquait qu'elle a développé de l'alopécie. Donc, elle perdait ses cheveux et des poils globalement. Donc, c'était vraiment le climat hyper toxique de l'époque. Les boss de l'époque pouvaient vraiment exploiter à fond leurs salariés. C'est la même époque d'ailleurs où Le Diable s'habille en Prada est sorti, donc tout coïncide. Donc c'était pas quelque chose qui était spécialement mal vu. C'était vraiment la hustle culture, mais sans l'entrepreneuriat, quoi. C'est tu travailles pour quelqu'un, tu donnes tout ce que tu as. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je suis en train de lire mes notes en même temps et je me rappelle que j'avais trouvé un extrait de la télé-réalité, donc je vous la montre juste là. What the When you least expect it, I'm gonna pop up. At the door, let's go. Wake your asses up, let's get upstairs right now. I'm gonna put them through a lot of crazy.
Donc voilà, et donc ce qu'elle explique également lors de son témoignage, c'est que elle organisait très souvent les voyages de Didi. C'était pas que des voyages personnels, c'était aussi des réservations pour des activités privées de Didi. Quand j'ai activité, bah, c'est sa vie privée, tout simplement. Elle a réservé des hôtels pour Didi et Kim Porter. Kim Porter, c'est sa femme de l'époque, c'est celle qui lui a donné les jumelles et Christian Combs. Et ce qu'elle explique, c'est qu'à l'époque, bah, elle faisait en sorte de tout mettre en place, qui est de la baby oil, absolument tout. Donc elle connaît extrêmement bien la vie privée de Didi. Alors lorsqu'elle est montée à la barre, elle a parlé d'un premier gros incident entre elle et Didi, et c'est le moment où Didi a découvert qu'elle avait travaillé avec Suge Knight. Alors Suge Knight, pour ceux qui ne savent pas, c'est le boss de Death Row, donc c'est le label qui a signé Dr. Dre, Snoop Dogg ou encore Tupac dans les années 90. Entre Didi et Suge Knight, ça n'a jamais collé, il y a eu une grosse guerre dans ces années-là, et ce qui a conduit à la mort de Tupac et de Biggie. Donc c'est la guerre entre la East Coast et la West Coast, ça a eu lieu au milieu des années 90, et ça s'est poursuivi, on va dire, au début des années 2000. On va dire qu'à partir de là, les choses se sont un petit peu calmées entre les deux côtes. Par contre, entre Didi et Suge Knight, le climat est resté plus ou moins tendu, d'accord? Donc, lorsqu'il a appris qu'elle a travaillé pour Suge Knight, il s'est potentiellement dit que c'était une taupe. Donc, ce qu'il aurait fait, d'après son témoignage, c'est qu'il l'aurait emmené à Central Park à 21 h avec l'un de ses gardes du corps, nommé Uncle Paulie. Il revient souvent dans le témoignage de Capricorn Clark. C'est quelqu'un qui était très présent à cette époque-là. Et donc, ils sont allés la questionner sur sa relation avec Suge Knight. Et ce que Didi lui explique à la fin de cet interrogatoire, c'est que s'il lui arrive quelque chose à lui, Didi, il devra la tuer. D'accord? Clairement, c'est ce qu'il lui a dit. Alors, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, je ne suis pas choqué de ses propos. On est dans un cadre où il y a deux personnes très puissantes qui se font la guerre et qui ont déjà perdu des soldats. Donc, que Didi la menace à ce moment précis en lui disant « Hey, je te tue s'il m'arrive quelque chose », là, on sort clairement du cadre de la musique. Donc, ça me choque pas qu'il lui ait dit ça, sachant que, voilà, leur milieu flirte avec le monde des gangsters. D'accord? Donc, en quelque sorte, si elle est associée à Suge Knight et qu'à cause d'elle, il lui arrive quelque chose, bon, c'est pas un discours qui en soi m'a choqué, on va dire. Mais suite à ça, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a continué à travailler pour lui. Et lorsque le procureur lui a demandé pourquoi elle a continué de travailler pour lui et pourquoi elle n'est pas partie à partir de là, étant donné qu'il a quand même menacé, elle a dit que, elle aurait pu être beaucoup plus transparente parce que, justement, Clark sait dans quel climat elle travaille. Elle connaît la dynamique de son milieu. Donc elle s'est dit, bon bah oui, il me menace comme ça, c'est normal, entre gros guillemets, mais en soi, rien ne va m'arriver de tel si je ne vends pas une information ou si il ne lui arrive rien à lui et à sa famille, quoi. Et puis autre chose quand même à noter, si elle avait dit pendant l'entretien qu'elle avait travaillé avec Suge Knight, Didi aurait probablement refusé de la garder, tu vois, ou de la retenir tout simplement. Ensuite, ils ont évoqué l'embrouille avec 50 Cent. 50 Cent revient beaucoup plus souvent que je le croyais dans ce procès, et on va le voir justement avec le témoignage de Jendo qui serait la baby mama de 50. La vidéo arrive très rapidement, restez branchés. Ce qu'elle explique, c'est que Didi et 50, ça a jamais vraiment collé. En fait, ils ont travaillé à plusieurs reprises ensemble. On sait que 50 a écrit des morceaux pour Didi au début des années 2000. D'ailleurs, 50 devait signer chez Bad Boy à une certaine époque, mais bon, les tensions entre 50 et les autres labels et gangsters de New York étaient tellement intenses que Didi voulait s'éloigner justement des problèmes. Comme je te l'ai dit, c'était la même période où la guerre East Coast-West Coast venait à peine de se terminer. Il venait de se taper le procès avec Shine. Donc c'est une période où Didi ne voulait plus de problèmes. Il voulait absolument être pop, donc il n'avait pas signé 50 à ce moment-là. Mais 50 avait travaillé avec lui, et d'ailleurs, ils étaient signés dans le même label, Sony. Mais malgré tout, entre eux, ça n'a jamais vraiment matché. Et d'ailleurs, ce qu'elle explique, c'est que Didi aurait dit au manager de 50, alors je pense qu'à cette époque-là, c'était Chris Lighty, mais bon, elle n'a pas indiqué le nom du manager, qu'il avait un problème avec 50 Cent et qu'il aime les pistolets. Voilà ce qu'il lui aurait dit. Donc clairement, une sorte de menace. Et lorsque tu creuses un petit peu à cette époque-là, tu vois que 50 aussi n'hésitait pas à le mentionner Didi à plusieurs reprises. Par exemple, dans sa première mixtape qui a vraiment fait parler Guess Who's Back, dans le morceau You Not Like Me, il le mentionne, mais plutôt on va dire en bien, tu vois. Les meufs sont là en mode « Ah, 50, t'es trop marrant !» Elles sont accrochées à ma comme si elle avait entendu que j'écrivais en secret pour Didi. Tu vois, d'ailleurs, il le dit dans le morceau. Bon, en soi, c'est pas négatif. Au contraire, ça met Didi en valeur en quelque sorte. Et lui aussi, ça le met en valeur. Et ça montre qu'il est déjà en place à cette époque-là. Il avait aussi fait un featuring avec Didi dans ces années-là, dans le morceau Realist Nigga. Je l'ai chanté direct. Comme ça, les gens qui connaissent. Et dans le morceau, il a dit « Pas là à danser comme Didi ». Bon, ça, c'est plutôt négatif. Donc, il le cite assez souvent. Et
parfois en positif, parfois en négatif, mais ce qui est clair, c'est que l'ego de Diddy n'est pas prêt à accepter le côté négatif de 50. En même temps, je peux le comprendre. Ensuite, le deuxième gros incident qui aurait pu lui coûter la vie, d'après ses propos, c'est les bijoux volés. Alors, elle a été accusée d'avoir volé 3 bijoux. Un bracelet, un collier et une montre. Ces objets-là étaient d'une très grande valeur, bien entendu. Alors, ce qu'elle explique, c'est qu'elle s'est trouvée effectivement à un moment en possession de ces bijoux-là. Je crois que c'était dans le cadre du tournage d'un clip, mais elle les a donnés ou elle les a déposés quelque part. Et forcément, Diddy, ne faisant confiance à personne, s'est dit que potentiellement, elle les aurait volés. Il y a eu une grosse fouille donc qui a eu lieu au bureau et chez elle. Oncle Paulie, toujours le même gars, le même garde du corps, l'a ramené chez elle, l'a questionné à nouveau, et ensuite, elle a été ramenée dans un bâtiment qui est devenu par la suite le siège social du label Bad Boy. Il l'a emmenée au 6e étage, d'accord, là où il n'y a absolument personne. On lui a mis un détecteur de mensonges. Et ce qu'elle explique, c'est que si elle ne réussissait pas le test, elle serait jetée dans la rivière, plus exactement la East River. Donc c'est l'équivalent, on va dire, de la Seine à New York. Donc clairement, elle avait tout intérêt à réussir ce test-là. Ça aurait duré 5 jours pleins, d'accord? On lui a attaché le truc à la poitrine et sur le bras pour mesurer son pouls, etc. Et ensuite, voilà, plein de questions lui ont été posées. À la fin de ces 5 jours, les résultats n'étaient pas concluants et c'est pour ça qu'elle est retournée bosser. Et ça, comme si de rien n'était. Diddy n'a absolument rien dit parce qu'il n'était pas là pendant l'interrogatoire et les autres salariés, je ne pense pas qu'ils étaient au courant des raisons de sa disparition. Alors tout ça, c'était vraiment pendant l'interrogatoire du procureur, d'accord? Ce que j'essaie de faire dans ces vidéos-là, c'est de réserver toute une partie à ses propos tenus devant le ou les procureurs et ensuite faire une partie dédiée au contre-interrogatoire avec les avocats de Diddy. Ensuite, le troisième événement marquant. Diddy l'a agressé à Miami. Alors, pas agressé, je parle d'agression physique. Alors, il n'y a pas beaucoup d'éléments qu'elle nous a donnés, mais le résultat de cet événement-là l'a amené à prendre des décisions fermes à l'encontre de Diddy et de Bad Boy. Je t'explique, il y a très peu d'éléments, mais c'est important de le savoir. Alors, ce qu'elle explique, c'est qu'elle était en déplacement à Miami avec Diddy et les équipes de Bad Boy. Et il y avait le chef de Diddy qui était là-bas. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle a demandé du bacon de dinde au chef, et le chef lui a dit qu'il n'y en avait tout simplement pas, chose qu'elle n'aurait pas acceptée, bref. Et ensuite, le chef en aurait parlé à Diddy, et ensuite Diddy lui en a parlé à elle, et les choses ont commencé à chauffer. Alors, on ne sait pas exactement, mais en gros, c'est son assistante personnelle, elle est tout le temps avec Diddy, elle a l'habitude de vivre une certaine vie à son contact, et peut-être qu'elle n'aurait pas forcément été très respectueuse à l'encontre du chef, d'où le fait que le chef en parle à Diddy. Par contre, là où Diddy aurait craqué, c'est qu'il aurait été violent physiquement avec elle, en la poussant, etc. Suite à ça, elle a décidé de quitter Bad Boy. Et avant de passer au prochain point, c'est important de dire que tous ces événements-là, en fait, si tu suis Diddy dans les années 2000, ça te choque absolument pas. Moi, je me rappelle justement un épisode de Making the Band. D'ailleurs, je sais pas où est passée cette dame, mais c'était une prof de danse qui s'est embrouillée avec Diddy pendant le show, d'accord, et qui a décidé de quitter le show et on l'a jamais revenu. Donc c'était même pas quelque chose de scénarisé, exprès pour la télé-réalité, en se disant qu'elle va revenir au prochain épisode. Non, elle est partie pour de bon. Get the f out there. Wait, with pleasure. You You want that? disrespectful. No, You you disrespectful. disrespectful. Turn the cameras off. You don't scare me. Donc c'était quelque chose de hyper fréquent, le fait qu'ils soient un peu agressifs, le fait qu'ils jettent des chemises à la gueule des vendeurs, tu vois, dans 7 à 8 d'ailleurs, je me rappelle très bien, je sais que vous avez supprimé cette vidéo, mais je me rappelle que ça m'avait marqué à l'époque. Donc Diddy n'a jamais été quelqu'un d'extrêmement respectueux avec ses employés et avec les gens en général. C'est juste que l'époque a changé et qu'il a essayé de faire un rebranding. Mais les gens qui le connaissent. Ça n'a jamais été quelqu'un de correct avec les gens qui travaillent avec lui. Et donc, suite à cette agression, elle a quitté Bad Boys. D'accord? Elle allait faire ses histoires, etc. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle est revenue en 2011. Donc, elle revient travailler avec Diddy, mais cette fois-ci, en tant que manageuse de Cassie. D'accord? Donc là, tu vois où je veux en venir. Je vais parler d'un très gros événement, d'ailleurs probablement l'un des plus gros événements qu'elle a décrit lors de ce procès. D'ailleurs, c'est directement en connexion avec le témoignage de Kid Cudi donc. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne travaillait pas directement avec Diddy, mais c'est lui qui validait absolument tout autour d'elle. D'accord? Diddy avait mis toutes les ressources nécessaires de Bad Boy pour pousser Cassie, pour essayer d'en faire une véritable star. D'accord? Et donc,
En 2011, si tu as suivi ma précédente vidéo, tu sais que la même année, il y a eu le fameux incident avec Kid Cudi. Alors, elle a essayé d'éviter ça. Lorsqu'elle a appris que les deux se voyaient, elle a acheté le fameux burner phone, tu sais, ce fameux téléphone de dealer, le Nokia 3310, tu vois, pour éviter d'être tracée. Et surtout, elle avait peur que Cassie se fasse cramer, mais surtout qu'elle aussi se fasse cramer. Parce que ce qu'elle explique, c'est que Cassie lui a fait un message à un moment donné en lui disant « Hey, est-ce que tu aimerais venir avec Cudi et moi en randonnée, si je me trompe pas ?» Et elle a répondu « Ne m'envoie plus jamais de message avec le téléphone de Bad Boy. Tu vas tous nous faire tuer. » Et c'est à partir de là qu'elle a acheté le fameux téléphone. D'accord? Bon, bien sûr, elle pouvait absolument rien faire pour l'empêcher de voir Kid Cudi. Cassie, c'est une grande fille, elle fait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, elle explique qu'elle était célibataire à ce moment-là. Donc, elle est totalement dans son droit de voir qui elle veut. Mais bon, lorsqu'on connaît le personnage de Didi, c'est potentiellement pas une bonne idée. Et justement, elle explique de son point de vue comment s'est passée cette fameuse soirée où Didi a failli commettre le pire à l'égard de Kid Cudi. Et d'ailleurs, elle raconte le fameux soir où Didi s'est introduit chez Kid Cudi. Alors, comment ça s'est passé de son point de vue? Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça s'est passé le 21 décembre 2011. Alors, Didi frappe violemment à sa porte le matin avec un objet en métal à la main. Donc, elle entend du métal en même temps qu'il toque. Donc, pa, pa, pa. Elle a ouvert la porte, il avait un gun à la main. Didi lui a demandé « Pourquoi tu m'as rien dit ?» Tout ça avec un ton très posé. Ensuite, il lui a dit « Habille-toi, on va tuer ce négro. » En parlant de Kid Cudi. Elle avait bien sûr très peur. Ce qu'elle explique, c'est que Didi n'est jamais venu chez elle. Donc, terrifiée, tremblante, elle lui dit « Je n'ai pas envie de venir. » À ça, il répond « J'en ai rien à foutre de ce que t'as envie de faire. Habille-toi, on y va. » Elle l'a vu avec un visage complètement livide. Il faisait flipper. Elle s'est dit « Non, lui là, si je fais pas ce qu'il me dit, il y a moyen qu'il me fume tout de suite là sur place. » Donc, elle a pris ses affaires. Elle s'est préparée rapidement, et elle a suivi Didi. Et ça, c'est considéré par la loi comme étant un kidnapping, car elle a été obligée de suivre Didi par la menace. Et ça, quand même, c'est important de le noter, c'est un élément constitutif du RICO. Et donc, lorsqu'elle est arrivée chez Kid Cudi, c'est à ce moment-là qu'elle a appelé Cassie sur son phone de dealer pour l'informer. Ensuite, elle a appelé Kid Cudi, comme je te l'ai dit, pour l'informer de ce qui se passait. Et c'est à partir de là que Kid Cudi est allé chez lui, et d'après mes recherches, j'ai un peu plus d'éléments sur cette soirée-là. En fait, Kid Cudi se rendait chez lui, et apparemment, il se serait croisé avec Didi. Et Didi s'en est rendu compte, et apparemment, c'est à partir de là que Didi aurait essayé de le suivre, et apparemment, Kid Cudi les aurait semés, et ensuite il est rentré chez lui, et ensuite c'est là qu'il a constaté ce qui s'est passé. Et d'après ce qu'elle explique, c'est que Didi lui aurait dit de contacter Cassie, afin qu'elle-même contacte Kid Cudi, pour le convaincre de ne pas appeler la police. Et ensuite, ce qu'elle explique, c'est qu'elle allait prendre Cassie, elle l'a ramenée à Didi, et à partir de là, Didi l'a tabassé encore une fois, de façon extrêmement violente, au sol, un petit peu comme la vidéo de l'hôtel. Il lui foutait des coups de pied au sol, il l'a même traîné jusque dans la rue, c'était assez violent. Clark est même rentré dans la maison pour aller chercher de l'aide auprès de la mère de Cassie, enfin, c'était un véritable bordel. Et quelques mois plus tard, elle explique qu'elle a été contactée par les autorités, ok, au sujet de la fameuse voiture brûlée de Kid Cudi. En fait, il avait donné son nom, mais elle a raccroché au nez des enquêteurs. Et ce qu'elle explique, c'est que quelques mois plus tard, elle s'est faite virer, encore une fois, alors qu'elle était en vacances. Par contre, cette fois-ci, elle a quand même pris un chèque de 500 000 balles au passage, ce qui est absolument pas négligeable. Et ce qu'on apprend un peu plus tard, c'est qu'en fait, Cassie ne voulait plus travailler avec Capricorn Clark. Donc elle en a parlé à Didi, et Didi l'aurait viré. Je vais revenir un peu sur les détails de cette relation-là, parce que c'est intéressant, et je crois que ça arrive au moment du contre-interrogatoire. Alors là, on passe au contre-interrogatoire. Donc là, c'est les avocats de Didi qui interrogent Capricorn Clark. Et là, en l'occurrence, c'est Mark Agnifilo. Donc c'est l'avocat principal de Didi. C'est celui qui fait toutes les interviews et qui est le représentant direct du rappeur. Donc c'est un avocat de talent, d'accord? D'ailleurs, comme toute l'équipe d'avocats de Didi, ça, il faut quand même le reconnaître. Et l'une des premières choses qu'elle va admettre lorsque l'avocat de Didi va lui poser les premières questions, c'est qu'elle aurait dit que Cassie n'est pas une bonne copine pour Didi. Qu'en fait, c'est un couple toxique, d'accord? Et que c'est pas la bonne personne, tout simplement. Cassie serait passée de mannequin, d'accord? Une mannequin gentille, à une copine avec un tempérament fort. Alors, le terme en anglais qu'elle a utilisé, c'est feisty girlfriends. Donc, c'est en quelque sorte une copine un peu bossy, qui donne beaucoup d'ordre, assez méchante, tu vois, qui écrase un petit peu les gens avec qui elle travaille. C'est ces termes, encore une fois, Cassie n'est pas une gentille dans cette histoire. Alors,
je tiens à le dire ici et je le redis, le fait que Didi ait agressé de manière aussi violente Cassie ne fait pas de Cassie forcément une bonne personne. Cassie a aussi ses propres travers, tu vois. On a bien vu qu'elle était capable de menacer de mort certaines personnes. Ok, on a les éléments, on a les preuves, donc il faut vraiment considérer ça. Mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire, encore une fois, que Didi n'est pas quelqu'un de complètement barjot, d'accord? C'est un fou. Le fait de tabasser quelqu'un de cette manière-là, et je vais le dire moi en tant qu'homme, une femme, ça dépasse l'entendement. Lorsque je vous décris la manière dont il a tabassé le soir de l'incident avec Kid Cudi, c'est quelque chose d'inhumain, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que la personne en face est exempt de tout reproche, d'accord? Alors quand je dis exempt de tout reproche, je ne dis pas que ça peut justifier le fait que Cassie soit fait frapper, non, ça n'a rien à voir. Je dis que Cassie peut être dans un autre cas le bourreau d'une autre personne. Donc ce qu'elle dit ici, c'est que c'était un couple toxique. Un couple toxique, il y a de la drogue. Il y a beaucoup de tempérament, beaucoup de manque de respect, beaucoup de tout ça, tu vois. Et donc, Capricorn Clark a été l'une des victimes, entre guillemets, entre gros guillemets hein, ici quand on parle de victime, de Cassie. Donc elle l'a fait virer de son job, d'accord? Parce qu'elle n'aimait pas la vibe de Capricorn Clark, parce que ça ne matchait pas, malgré le fait que Capricorn Clark a essayé de la protéger à un moment. Et d'ailleurs, ce que Clark aurait dit, c'est que le fait que Cassie ne veuille plus travailler avec elle l'aurait profondément blessé. Mais lorsque j'ai fait des recherches un petit peu sur internet, en regardant un petit peu les interviews de Capricorn Clark ici et là, j'ai constaté qu'en 2017, elle a donné une interview quelque part disant qu'elle travaillait sur le deuxième projet de Cassie. Donc il est fort possible que certes Cassie l'ait faite virer, mais qu'ensuite elles se soient remises ensemble pour travailler sur ce deuxième album, d'accord? Deuxième album qui n'est donc jamais sorti. Donc aussi, ce qui est très important à mettre en lumière ici, c'est que Cassie elle-même n'était pas stable à ce moment-là. Drogue, fame, bref. À un moment donné, peut-être qu'elle est revenue sur sa décision et qu'elles se sont remises à travailler ensemble, d'accord? Donc on est sur vraiment des relations qui sont très mouvantes avec le temps, beaucoup d'émotions, beaucoup de drogue, beaucoup de violence. C'est très compliqué de même porter un jugement, même si on le fait un petit peu en analysant cette affaire, sur Cassie elle-même, ou même sur Capricorn Clark, qui a accepté de travailler aussi longtemps pour Didi. Parce qu'elle vient aussi d'un monde, et ça c'est important de le dire ici, où c'est les très puissants qui mènent la danse. Tu travailles avec Didi, tu as accès à tout New York, à tout LA, tu peux absolument tout faire. Tu es son assistante, tu as un pouvoir énorme. Donc c'est très compliqué pour une femme de cette époque-là de se dire « Je vais arrêter de travailler avec cet homme extrêmement puissant pour essayer de faire mon truc de mon côté. » Sachant qu'elle n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, il faut bâtir tout un empire. Et bonne chance pour essayer d'avoir quelque chose d'équivalent à ce que Didi peut te proposer. Donc je peux comprendre qu'une Capricorn Clark ait travaillé aussi longtemps avec lui, sachant le comportement du bonhomme, d'accord? Et elle expliquait aussi que justement de son côté, elle a un enfant handicapé, d'accord? Et qu'elle est célibataire, donc elle doit absolument faire en sorte de s'assumer. Donc c'est difficile, c'est pas quelque chose qu'on peut juger aussi facilement. Elle travaille avec Didi, ça veut dire qu'elle est complice de tout ce qui se passe, ou alors c'est une victime, c'est beaucoup plus complexe, ok? J'essaie d'apporter un maximum de nuances, mais je sais que comme d'habitude, des gens vont plutôt aller dans un côté en disant que je défends Didi, ou de l'autre côté, je suis complètement aveugle et je défends Cassie ou Capricorn Clark, j'en sais rien. Mais bon, j'essaie quand même de mettre tout ça en lumière. Capricorn Clark a également raconté une conversation qu'elle avait eue avec Cassie, il y a plusieurs années, au cours de laquelle elle lui aurait conseillé de mettre fin à sa relation amoureuse avec Sean Combs. Exactement ce que je te disais un peu plus tôt. Couple toxique, tout ça, donc c'était logique pour elle qu'à un moment donné, les deux se séparent. Et apparemment, Cassie aurait répondu à ça, Jay-Z et Japri, avec qui je peux sortir. En fait, c'est une manière de dire, bah je suis avec l'homme le plus puissant d'Hollywood, dans la musique entre guillemets, du moins l'un des hommes les plus puissants, noir, avec qui est-ce que je peux me mettre, tu vois? Ça sera jamais aussi glamour, etc., etc. Je me passe de commentaires, je vous laisserai dire ce que vous pensez de ces propos. Et ensuite, dernière chose qui, à mon avis, fait que ce témoignage, globalement, penche énormément du côté de Didi, selon moi, c'est qu'elle aurait admis qu'elle était amoureuse de Didi avant de commencer à travailler avec lui. Et d'ailleurs, Marc Agnifilo a sorti un email qu'elle a envoyé à Didi en 2021. Elle lui a parlé du passé. C'est dans ce mail d'ailleurs qu'elle a admis qu'elle était amoureuse de lui déjà avant de commencer à travailler avec lui et qu'elle a très envie de retourner travailler avec lui. Donc ça c'était en 2021, un mail. Et là on parle de 2021, mais en 2024, elle s'est remise à travailler avec lui. D'ailleurs jusqu'en avril. Donc toute cette affaire avait déjà explosé, tout le monde était au courant. Le navire Bad Boy était en train de couler. Donc ce qu'on peut se dire c'est que si elle a été témoin d'un RICO, d'accord, donc organisation criminelle, etc. Comment ça se fait qu'elle a décidé de retourner travailler avec lui à ce moment-là? Alors comme je te
l'ai dit, elle a ses soucis personnels avec son enfant, sa situation, etc. Mais à mon avis, le fait qu'elle soit retournée travailler avec lui discrédite un petit peu le côté organisation criminelle, d'accord? Et aussi, de son côté, pendant tout le témoignage, elle n'a pas évoqué de freak-offs, en tout cas des détails sur les freak-offs. Il faudra attendre le témoignage de Mia et de Jendo qui vont sortir très bientôt pour tout ça, mais elle n'est pas vraiment revenue là-dessus. Elle a parlé de la violence du bonhomme, ce qui est très vrai. C'est un homme extrêmement violent, proche du monde du gangstérisme. Ça aussi, on le savait avec toutes les affaires des années 90, etc. Un dictateur dans le cadre du travail, il exploite ses employés. Ça aussi, je suis désolé, on le savait. Mais pour le côté trafficking et Rico, mis à part le soir avec Kid Cudi, où on sent qu'il s'est servi de ses ressources pour aller menacer Kid Cudi, d'accord? Et qu'il a techniquement kidnappé Capricorn Clark pour le suivre jusqu'à la maison de Cudi. En dehors de ça, je vois pas comment son témoignage fait ressortir ces deux aspects-là. Par contre, on va en parler dans la prochaine vidéo, mais le côté transport d'escorte, ça c'est évident. Je pense qu'il va tomber au moins pour ça. Mais je l'ai dit ça, je crois d'ailleurs, dans une précédente vidéo. Voilà pour ce qui est des propos de Capricorn Clark. À mon avis, on n'est pas sur un témoignage qui va convaincre énormément les jurés. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo, d'accord? Likez un maximum, vraiment, ça me donne de la force. J'apprécie, essayez de vous maintenir sur les likes. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés par tout l'aspect business que je propose, je fais des contenus autour de la création de contenu, comment monter un business autour de ça. Le lien est dans la description, inscrivez-vous là-bas, vous allez recevoir les vidéos, les masterclass et compagnie, enfin tous ces trucs-là, là-bas. Et sinon, nous on se dit à très vite, il y a encore pas mal de vidéos à faire. Alors, il y a le témoignage de Mia, donc la victime numéro 4. Il y a Bana Bengolen, la meilleure amie de Cassie, qui s'est fait pendre par-dessus le balcon. Dawn Richard, je pense que je vais faire quelque chose sur elle, on va voir. Et bien sûr, Jendo, la copine de 50. Je pense que je vais faire Jendo très prochainement d'ailleurs, donc restez connectés. C'était Major d'Iconic pour vous servir. Cheers!